Bonjour, bonsoir à tous. Voyez cette vidéo comme une introduction en tant que telle à Azuria, qui va être le JDR en collaboration que je vais réaliser à partir du mois de septembre/octobre. Et donc on va voir ici vraiment les bases de l'or, parce que vous avez aucune information en tant que telle sur Azuria. Et Bah, lui non plus, donc d'ailleurs. on est paumé de Et ouf. justement, le but est de remédier à cela de manière à ce que vous ayez quand même quelques éléments de base. On ne va pas rentrer dans les finesses du lore qui, elles, seront développées de toute manière pendant le JDR. Étant donné qu'il n'y a jamais eu de JDR dans cette zone-là, le but est aussi de vous faire découvrir la zone. C'est de l'inconnu complet. C'est ça. Mais le but est de fixer les premières choses. En plus de cette vidéo-là, vous aurez un JDR qui va se passer justement très peu de temps avant l'ouverture du premier portail vers Azuria, qui va expliquer en fait pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à cet endroit-là, après tout. Voilà. Et donc du coup, je vais laisser la parole à mon cher collègue ici présent, afin qu'il me pose de magnifiques questions et que je puisse y répondre, et donc répondre aussi à vos interrogations, bien évidemment. Si vous en avez, justement, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, et j'y répondrai. Oui. Voilà. Donc, déjà commençons par le commencement. Il nous fait une situation géographique. Où se situe Azuria et à quoi ça ressemble? Alors, Azuria se retrouve au-dessus du continent obscur. Et vous avez bien entendu au-dessus, parce que c'est quelque chose qui est en lévitation. Où se situe le continent obscur? Le continent obscur se situe littéralement à l'opposé en termes de position par rapport à Andaria. Donc c'est-à-dire que autant Andaria est illuminé par l'astre du jour, autant cet endroit-là n'est pas du tout illuminé. Son nom l'indique de toute manière, le continent obscur en tant que tel. Parce que là où sur Terre on a un système de rotation de la planète autour du Soleil et de rotation sur elle-même qui fait que vous avez toutes les faces qui sont éclairées, certes plus ou moins suivant l'endroit où vous êtes sur le globe, mais toutes les faces qui sont éclairées. Là, ce n'est pas exactement le cas. Il y a une rotation, mais comme l'axe est dans la direction de l'astre du jour en tant que tel, eh bien vous n'avez pas l'intégralité de la surface qui est éclairée. Vous avez des zones où il y a un cycle jour-nuit, comme c'est par exemple le cas au niveau d'Andaria, et vous avez des zones qui ne sont jamais éclairées, comme vous avez des zones qui sont en permanence éclairées. Et dans les zones jamais éclairées, eh bien vous avez justement le continent obscur en tant que tel. Donc Azuria, globalement, tu vas me demander, qu'est-ce que c'est au final? Donc ça flotte, j'imagine c'est un caillou volant. Ça flotte. C'est un caillou volant, oui et non. C'est un caillou, oui, mais non. Ce que tu dis n'a aucun sens. Bah déjà ça fout la merde, parfait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, à côté du continent obscur, si vous regardez, donc je vais projeter la petite map, bien évidemment. La carte. Donc, si vous regardez la carte, vous voyez qu'il y a toute une partie de la planète qui n'est pas représentée. Et elle n'est pas représentée dans un but précis, c'est parce qu'en fait elle n'est plus là. Il y a eu une collision avec ce qu'on appelle l'astre mort, qui a arraché toute une partie de la planète et donc dont des éclats sont retombés. Parmi les éclats, justement, il y a un éclat qui contenait globalement le cœur de Necronoros, qui s'est retrouvé à atterrir sur le continent d'Andaria, qui forme l'actuelle forêt d'Ogozan, où on retrouve justement les Eldrazi qui sont dans les cavernes en dessous. D'accord. Voilà. C'est comme ça que le cœur de Necronoros s'est retrouvé à cet endroit-là. Sinon, il était de l'autre côté de la planète. Enfin, un sacré tour quand même. Toujours est-il que ça, c'est un des éclats, c'est un éclat qui est retombé à cet endroit-là. Il y a d'autres éclats qui sont retombés dans l'océan, il y a des éclats qui sont tout simplement partis dans l'espace en tant que tel. Et il y a un éclat qui est venu frapper en plein cœur une créature de l'éther, Zelatolé. L'air. Voilà. C'est ça. Et le fait est que ça a frappé son cœur en tant que tel, ça a arraché le cœur de par la violence de la projection du fragment en tant que tel. D'accord. Donc ça a défoncé. Donc c'est un caillou qui a été pénétré le cœur de Zelatolé et qui du coup se retrouve avec du cœur de Zelatolé sur la gueule, ça? Plus précisément, en fait, le cœur de Zelatolé, du coup, comme il est extrêmement chaud, a fait fondre la roche, globalement, au fil des quelques années qui ont suivi autour, et donc il reste seulement une sorte de couronne de roche autour du cœur qui se retrouve enchâssé à cet endroit-là. Donc il y a le cœur et la roche autour, et tout ça, ça forme un caillou volant. C'est ça. D'accord. C'est globalement instable, et le cœur saigne en tant que tel, en permanence. Il saigne ce qu'on appelle de l'éthyrite. C'est globalement le sang d'une créature de l'éther, tout simplement. Et, chose très intéressante d'ailleurs, c'est que les métaux rares, les fameux métaux rares dont on vous parle depuis le début, c'est du sang de créatures de l'éther, mais qui s'est cristallisé à un niveau assez avancé. Donc il y a eu beaucoup de temps pour cristalliser, tout simplement.
un sang d'éthérien qui n'a pas, enfin de créature de l'éther qui n'a pas le temps de cristalliser, ça donne quelque chose de beaucoup plus fin, mais de beaucoup plus résistant également aussi s'il est refroidi, de l'éthérite, voilà, qui peut prendre différentes couleurs suivant la créature de l'éther qui en est à l'origine, et justement, vous aurez le petit tableau qui vous explique cela juste ici. Parfait. Donc du coup, caillou volant qui saigne en cœur d'éthérien enchâssé dans de la roche. Oui. C'est très bien tout ça. Du coup, ça vole. Oui. Au-dessus du continent obscur. Oui. Pourquoi? Parce que, en fait, le cœur en tant que tel de Zélatolé, c'était la chose qui le faisait tenir en l'air en tant que tel. D'accord. Donc du coup, le cœur volait déjà. Voilà. Par contre, le reste de son corps, lui, bah, il s'est transformé en une espèce de cendre, de poussière, qui s'est abattue sur ce qu'il y avait en dessous. Mais ça n'a rien causé du tout, dans le sens que c'est comme si vous aviez quelque chose qui avait subi une combustion à très haute altitude, qui retombait. Bah, au pire, vous voyez quelques cendres. Ouais, voilà, c'est des trucs qui crament, quoi. Mais toujours est-il que bah, le cœur, en fait, il est là parce qu'il tient. Mais la masse de roche, en tant que telle, l'attire vers le sol, parce que c'est une masse qui n'est pas prévue originellement. Et également, le fait qu'il saigne, bah, il perd de l'énergie au fur et à mesure. Et donc se maintenir comme ça, il ne peut pas. Il est en train de lentement tomber, lentement mais sûrement. Donc il se crache, quoi. Voilà. Okay. Mais sur une très longue période de temps, dans le sens qu'il a environ quelque chose comme 10 000 ans avant qu'il se crache sur la planète en tant que tel. Un cœur d'éthérien, ça doit pas être facile à vider de son énergie, donc un cœur de créature de l'éther, ça doit pas être facile à vider. Voilà. Donc du coup, c'est très bien, on a ce fameux cœur qui vole, machin et tout, c'est incroyable. Quel est l'intérêt d'en faire un JDR? Qui vit dessus? Pourquoi? Alors, qui vit dessus? À l'origine, personne. J'imagine. J'imagine. Plus ou moins par des erreurs et plus ou moins volontairement, des portails ont été ouverts. À un endroit, donc situé non loin de Doreholm, des mages se sont rassemblés afin de tester des portails vers d'autres réalités à l'origine. Et par erreur, ils ont découvert cet endroit-là. Le but était en fait vraiment, c'était dans une optique de trouver de nouvelles ressources à exploiter, découvrir de nouvelles choses, c'était limite un but scientifique au final. Donc dans lequel c'était, voilà. Et cette expédition s'est retrouvée à tomber sur une brèche qui les a amenés là-bas. Et donc du coup, ils ont découvert l'éthérite comme cela. Ils se sont dit que c'était une ressource qui était assez intéressante à exploiter. Tu m'étonnes. Et c'est comme ça que la première cité sur Azuria s'est formée en tant que telle. À l'origine, c'était une cité purement minière, parce que l'éthérite a des propriétés encore plus intéressantes que les métaux rares. Et du coup, c'était extrêmement facile de s'en procurer, étant donné qu'elle ruisselait littéralement sur le cœur. En plus, il n'y avait aucun danger à l'exploiter, parce qu'il n'y avait aucune créature vivante à la surface de la chose, que c'était suffisamment en hauteur pour ne pas être inquiété par les créatures potentielles qui seraient en bas. Et puis, comme il y avait un portail qui était maintenu en permanence entre cet endroit-là et Doreholm, aucun problème pour aller exploiter cette ressource-là. Parce que du coup, en termes de... J'ai pas posé la question, mais en termes de hauteur, on se situe à combien à peu près? On se situe à, globalement, une centaine de yels de haut. Donc ce qui fait, en termes de kilomètres, 300 km. C'est pas mal. Et le fait est justement que par cette hauteur-là, cette zone-là, donc le cœur en tant que tel, est illuminée. Là où le reste de la surface de la planète ne l'est pas, étant donné que le cœur est suffisamment haut, il est suffisamment déporté en fait pour se prendre les rayons. Un peu de lumière. Un petit peu de lumière, et donc du coup on n'est absolument pas dans l'obscurité lorsque cette première cité s'est construite. Donc il y a un cycle jour-nuit un peu qui se forme aussi, ou ça reste illuminé tout le temps? Ça reste illuminé tout le temps. D'accord, c'est vraiment très déporté quand même. Oui. Du coup, si t'es minière, ça veut dire que donc ils sont venus ici, ils sont venus creuser dans le cœur directement, c'est ça? Au début, ils ont juste exploité ce qui ruisselait, mais justement, au bout de quelques années, il n'y avait plus rien qui ruisselait. Les plaies se sont refermées. Et c'est là que les problèmes ont commencé à émerger. Dans le sens que, du coup, on a voulu aller exploiter cette ressource-là. Oui. Et du coup, on a creusé, on a blessé le cœur de Zélatolé en tant que tel, et on a retiré de cette éthérite de l'endroit. Ça a augmenté la vitesse de chute. Oui. Parce que du coup on lui drainait son énergie littéralement.
Mais d'un autre côté, en soi, c'était pas spécialement un problème, parce que bah, on exploite cette ressource-là, et au pire, bah, on referme le portail, et voilà. On se casse, quoi, c'est pas le C'est problème. ça. Parce que l'île, du coup, enfin, on peut dire l'île, je veux dire l'île quand même, Oui. elle est grande comment en termes de superficie? Parce qu'on peut dire qu'un cœur des terriens, de créatures de l'éther, c'est gros, plus ou moins gros. Si on construit une ville dessus, ça paraît gros quand même. Oui. Ce qu'il faut vous dire, c'est que par exemple, donc le morceau du cœur de Nacronoros que vous voyez, parce que oui, c'est un morceau de Oui, cœur, il est pas entier. pas du tout entier, il fait moins d'un yell de diamètre. Bon, celui que vous avez vu, beaucoup moins d'un yell de diamètre. On va pas se mentir, il doit faire, mettons, 80 mètres de diamètre, en vrai. C'est quand même mastoc. Voilà. Là, on parle de quelque chose qui fait environ 2 yell de diamètre, donc 6 km. C'est gros. Oui. C'est 6 même gigantesque. 6 km, je sais plus la superficie de Paris, mais en termes de ville, on n'est pas loin, je crois. On n'est pas loin, effectivement. C'est ça, hein. Donc on n'est pas loin de très grosses villes. Donc arriver là-dessus, alors j'imagine qu'à niveau ressources, ça reste un caillou volant, il ne doit pas y avoir grand-chose à vivre dessus. Non, Il justement. faut tout importer. Bah, tout importer, ou alors faire des allers-retours réguliers Oui, entre j'entends par d'où le importer. fait que le portail ait d'ailleurs été agrandi, Mhm. parce que bah, c'est devenu littéralement un endroit, enfin c'est devenu aussi une place d'échange, un territoire neutre. Mhm. Des portails ont été ouverts depuis différentes zones d'Andaria en tant que tel, pour pouvoir aller à cet endroit-là. Mhm. Et du coup, c'est devenu littéralement un carrefour commercial. À l'autre bout du monde. Oui. Pas mal. Mais ce qui fait que c'était un endroit où il y avait énormément de cultures qui se rencontraient, Ok. énormément de peuples, et il y avait globalement énormément de monde. Il y avait pas mal de monde qui restait, résidait à cet endroit-là, Mhm. mais une population qui restait tout de même assez moyenne comparée à la superficie totale de la chose, et la ville ne couvrait absolument pas tout. D'accord, et du coup, qui gérait cet endroit? Qui gérait cet endroit? Bah, c'était une zone neutre, littéralement. Donc il n'y avait pas de... À l'image du pic solitaire, en fait. Le pic solitaire en tant que tel, comme j'ai pu être amené à le décrire par le passé, il est géré par des notables par moment, il est géré par les assassins à d'autres moments, et il est géré par le peuple à encore d'autres moments. C'est très fluctuant. Là, c'est vraiment quelque chose de neutre, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de gestion. D'accord. Il n'y a pas spécialement besoin de gestion, parce que les gens n'y restent pas. Oui, c'est vrai qu'ils viennent, ils prennent et ils repartent, quoi. Voilà. Il y a des activités qui se développent, il y a bien évidemment des confédérations de mineurs qui se forment, mais il n'y a pas vraiment de structure dirigeante en tant que telle, parce que chacun est dépendant en fait de l'endroit d'où il vient. Les lois de ceux qui viennent en fait sont celles des peuplades d'où ils sont originaires. Ok. Du coup, j'imagine que en termes de, ce que tu as parlé du coup, qu'on commence à creuser, ça a créé des ennuis multiculturels, donc différence de lois, différence de peuple. Faut que ça parte en couille à un moment, j'imagine. Bah au final, pas tant que ça. Ah ouais. Oui. C'est un endroit qui est resté relativement neutre, et là pas en termes juste de manière d'être géré, mais bien en termes de distension entre les peuples. Bah il y en a quasiment pas. Parce qu'en fait, le problème des distensions avec les peuples, c'est quand une ressource vient à manquer. Or là, bah, de l'itérite, il y en a énormément. Il n'y a aucune difficulté pour l'exploiter, il y a juste à creuser, donner quelques coups de pioche et il y a un flot qui en sort. Et bah, l'itérite se vend très bien à l'extérieur. Donc du coup, les gens qui sont sur place se font beaucoup de profit. Activité florissante, aussi une cité entre guillemets magique commence à se mettre en place parce que beaucoup de mages, d'érudits viennent à cet endroit-là pour en apprendre plus de manière générale. Certains arrivent à accéder à certains niveaux de conscience de Zélatolé et avoir des visions sur des choses du passé et de l'avenir. D'accord. Et bah en fait, le fait est qu'il y a ces échanges, et les échanges continuent, et en fait, c'est que beaucoup plus tard qu'il y a un problème, mais pas à Azuria en tant que tel, mais en Andaria. Mais en Andaria. Ouais. La fameuse période de l'oubli, avec la guerre contre les essences. C'est ça. Le fait est que, dans la guerre contre les essences, ceux qui étaient à Azuria se sont dit, on ne veut pas y prendre part, c'est un massacre. Ouais, faut pas y aller, c'est le bordel. Pour le moment, on est relativement tranquille.
Donc on va jouer la sécurité, on ferme les portails. Les gens qui restent là, c'est des gens qui ont choisi de rester là. Ceux qui sont à l'extérieur, on les informe pas de notre décision. On expulse ceux qui ne veulent pas rester. Et nous, on va rester. D'accord. Et donc du coup, fermeture des portails, aucune communication avec l'extérieur. Du coup, ceux à l'extérieur ne comprennent pas. Ceux qui sont sur Azuria ont décidé d'y rester. Et c'est là qu'il y a plus ou moins un déclin qui commence à se faire, une casse dirigeante qui se met en place, et tout un tas de problèmes qui se présentent au fur et à mesure. Ouais, parce que du coup, dans ce que tu me décris, on imagine tout de même un espèce de gros bateau perdu au milieu du vide, enfin du vide, pas forcément, mais du ciel en tout cas, qui du coup se retrouve, ça reste un bateau, quoi. On ne fait pas pousser des plantes dessus, ça reste un endroit où j'imagine que pour vivre, et surtout pour pouvoir avoir accès à des ressources de base, du bois pour la construction, de la bouffe pour manger, des choses comme ça, c'est galère. Comment ils font ? Ces problèmes en fait ont été globalement résolus par l'exploration des continents qui étaient en dessous, le continent obscur. Donc il y a quand même des allers-retours sur le continent en bas. Il y a eu, ça a été beaucoup plus tardif par rapport à la première implantation sur Azuria, enfin sur le cœur de Zelatolé, mais bien évidemment pour rechercher encore plus de ressources, encore plus de choses, il y a eu des expéditions qui ont été faites à la surface en tant que telles. Des expéditions qui ne durent pas longtemps parce que ça reste un environnement hostile, pas connu, et bourré de races qui ne veulent pas spécialement qu'on vienne les embêter. Oui. Voilà. Juste une question, comment est-ce qu'on descend 300 km vers le bas et qu'on les remonte ? Eh bien, téléportation. Évidemment. Parce que ce qu'il faut se dire, c'est que cet endroit-là contenait la plus grosse concentration de mages de l'intégralité des territoires connus. Nécessairement. Parce que... Avec tout le monde qui vient ici, il y a l'énergie qui est à côté, machin. Voilà. Je comprends qu'on a envie d'y venir. Et il y a toute une part de la cité qui est justement une part... vous voyez Dalaran. Ça ressemble à Dalaran. Voilà. Dans l'idée, c'est vraiment la cité qui est imprégnée de magie en tant que telle. Même la pierre transpire la magie. Littéralement. Mais surtout que l'énergie est accessible, parce que du coup, étant donné qu'il y a le cœur directement qui est sous les pieds, tu tapes dans un truc qui est à côté de toi. Donc, sachant qu'en plus, on voit la puissance rien que dans Origins actuellement, quand on a pris un petit bout de caillou de machin, on voit la puissance que ça peut avoir. On nous dit ça dans un gros caillou, ça fait une bombe. J'imagine que quand t'es debout dessus, c'est pas compliqué d'avoir l'énergie. Du coup, arrivé là, donc tu dis qu'il y a un déclin. Après ce déclin, est-ce qu'on peut encore avancer sur la timeline ou est-ce qu'il vaut mieux... on va encore un petit peu avancer, puis là, ensuite on va en arriver au moment où va y avoir le JDR en tant que tel. D'accord, parce que là on va passer la période de l'oubli. C'est ça, l'oubli en fait... Qui dit oubli dit forcément, de Andaria on est en mode les portails se ferment, on n'a plus Azuria, guerre contre les essences, on se prend l'oubli, on oublie Azuria. Voilà. Et du coup, aux yeux de Azuria, Andaria existe toujours, mais comme on connaît pas la situation... on va pas rouvrir les portails, parce qu'on sait jamais ce qui pourrait nous débouler dans la tronche. J'avoue. Voilà, parce que guerre contre les essences, c'est une guerre qui n'est pas gagnable, et ça, tout le monde le sait à cet endroit-là. Et c'est ce qui explique que aussi la guerre soit aussi dure côté Andaria en tant que telle, parce que une grande partie des mages s'étaient retranchés à Azuria. Mais, et là je vais avancer un petit peu et ça va te faire plaisir, c'est que l'impact des mages en tant que tel sur la cité diminue. Yes! Des guerriers? Non, pas du tout. Des guerriers, oui et non. Parce que, en fait, mages et guerriers vont travailler globalement main dans la main pour assurer les expéditions en tant que telles. Mais surtout, c'est une course à la ressource. Oui, parce que pour manger. Et donc, qui dit course à la ressource, dit deux choses. D'un côté, beaucoup de confédérations qui se forment pour contrôler des zones, des districts. Contrôler les arrivées de nourriture, contrôler les arrivées de matériaux de construction, contrôler les gens, le peuple, etc. Et donc du coup il y a un fractionnement de la société qui va s'opérer et du coup différents clans politiques au final qui vont tenter de se partager le pouvoir. Et aussi, deuxième chose, qui dit problème avec les ressources et environnement dit culte. Voilà. Et il y a un culte qui veut, qui pense comprendre quelle est les volontés de Zelatolé en tant que telle,
Zelatolé veut mourir. Du coup, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit précipiter sa chute. Ils veulent tous tout faire tomber, les gens. Voilà. Quel bordel. Sauf qu'à l'inverse, la plupart des expéditions qui sont faites, il y en a une partie, certes, c'est pour approvisionner la cité, mais il y en a une autre partie, c'est pour aller drainer de l'éthyrite à Oblitera et à Anachronoros pour l'intégrer dans Zelatolé pour l'empêcher de mourir. Ils viennent foutre des pansements, en fait. Bah, Ils font des transfusions. Voilà, c'est ça. D'accord. Parce que sinon, ils savent que Azuria va tomber. Et si Azuria tombe, bah, ils ont plus de lumière. Donc il y a toute une partie de leurs approvisionnements et de leurs ressources qui ne seront plus disponibles. Et également, c'est s'opposer à un environnement auquel ils savent qu'ils ne peuvent pas résister. Parce que vous avez vu Oblafaya comme à quel point ce JDR était assez violent tout de même. Oui. Dites-vous que là, étant donné qu'on est sur le niveau supérieur au niveau du continent obscur par rapport à Oblafaya, c'est encore pire de survivre dessus. Ouais, il vaut mieux rester en l'air, quoi. Oui. Il vaut mieux clairement rester en l'air. Parce que là où vous avez quand même un impact globalement de Zelatolé, de Nachronoros et d'Oblitera en Andaria, il reste quand même diminué. Parce que leur centre de conscience majoritaire n'est pas situé à cet endroit-là. Il est situé de l'autre côté de la planète. Donc en gros, c'est là-bas qu'ils foutent le bordel. Oui. Ah. Donc les conditions climatiques sont complètement aléatoires et surtout extrêmement dangereuses. Bah j'imagine, oui. Les créatures qui sont sur place sont pour beaucoup corrompues par les créatures de l'éther. Oh. Et leur influence est maximale, dans les côtés positifs comme dans les côtés négatifs. Donc en gros, c'est une sorte de champ de bataille des créatures de l'éther, quoi. C'est une sorte d'endroit de vie, en fait. Et pour elles, ce n'est pas normal qu'elles se fassent envahir, au final. Parce que là, ce sont les gens sur Azuria qui sont les envahisseurs. Oui, ce sont eux qui sont venus s'accaparer les ressources, qui viennent s'accaparer les ressources, qui viennent blesser leur divinité, au final. Au final, c'est un petit peu comme si les Zewi, les Zéadines qui sont sur Azuria étaient au final des sortes de conquistadors qui venaient tout simplement désacraliser, blesser les dieux des Mayas qui sont en place. Oui, c'est complètement ça. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a cette hostilité de l'endroit. C'est parce que les forces en place elles-mêmes ne veulent pas en fait tout simplement qu'il y ait ces gens qui soient là. Donc le continent obscur, il veut juste que eux là-haut, ils dégagent. Bah oui. C'est normal. Parce qu'ils sont, en train de blesser Nachronoros et Oblitera, et ils ont déjà quasiment tué Zelatolé. Pour le simple profit. Et ce qu'ils ne peuvent tout simplement pas comprendre, en fait. Oui, c'est sûr. Bah, ça me semble pas mal. Est-ce que, du coup, parce que là, on a avancé quand même, tu voulais arriver au moment du JDR. Est-ce que c'était là où on en était arrivé ou... On en est globalement là. En fait, on en est à un stade où le cœur de Zelatolé se meurt. Il est en train de chuter vers la planète à plus grande vitesse que normalement. Donc du coup, nécessité de multiplier les opérations pour le transfuser, littéralement. Et donc du coup, tension maximale avec la surface. Et également, tension au niveau de la cité, parce qu'on ne sait pas comment gérer cette crise. C'est sûr. Et puis la surface, ils doivent pas... J'imagine que ça doit pas être les gens les plus sympas pour les pourparlers. Je sais pas ce qui vient. Bah, il y a eu des pourparlers, il y a eu des histoires comme ça. Sauf qu'en fait, quand tu t'amènes en tant que conquistador dans une terre, bah nécessairement t'es mal reçu. Ah, c'est sûr que ça doit pas être sympa, ouais. Ok. Donc en gros, Azuria, cité conquérante un peu, des envahisseurs postés sur un cœur de créatures de l'éther qui flottent au-dessus d'un continent qui ne veut strictement pas d'eux. Le tout dans un environnement plutôt invivable. Oui. Avec une course à la ressource qui ne peut juste pas être gagnée parce qu'avec donc 6 L, ça fait 18 km², 18 km de diamètre de vie, tu fais pas grand chose, quoi. Oui. Ok. C'est la merde. Oui. Un peu. Et le fait est que, par contre, donc dans ce JDR, dans Azuria, on va jouer qu'une toute petite partie de cette histoire en tant que telle. Là, on ne va pas spécialement se concentrer sur les grands événements, comme on fait toujours, les grandes puissances, les choses comme ça. Là, on va plus faire quelque chose qui soit centré au niveau des joueurs, au niveau du scénario, bien évidemment, parce que, je vous le rappelle encore une fois, c'est vous qui l'écrivez.
Oui. Vous pouvez toujours participer d'ailleurs, hein. J'ai eu beaucoup de réponses pour le moment au final, mais vous pouvez toujours participer. Vous pouvez également créer des PNJ, fonctionnalité que j'ai ajoutée. Si vous avez envie que votre petit PNJ adoré fasse irruption à l'intérieur d'Azuria, c'est possible. On va se concentrer beaucoup plus sur des actions des joueurs, sur ce qu'ils vont faire. Il va y avoir un petit système de mission, bien évidemment, parce que, comme je leur ai décrit, ils vont être des mercenaires, au final. Ils vont être à la solde d'une des factions ou de plusieurs des factions, et vont devoir composer avec les pouvoirs en place, et également avec l'hostilité de la surface, pour approvisionner la cité, tout simplement pour éviter qu'elle s'écrase. Bien évidemment, en fond, il va y avoir cette trame de situation politique, mais je ne vais pas beaucoup la développer, parce que pour le moment, vous ne m'avez pas spécialement demandé de le faire. Vous m'avez plus demandé de me concentrer globalement sur les joueurs en tant que tels, et c'est ce qu'on va faire. On va bien évidemment glisser du lore comme d'habitude, même s'il sera pas aussi omniprésent que c'est le cas maintenant. C'est juste l'environnement qui va être beaucoup plus présent que le lore. Sachant qu'en plus, on parle tout de même d'une zone complètement nouvelle, qu'on n'a strictement jamais vue, au-dessus d'un continent dont on a sait absolument que Pouic, mis à part que, comme tu l'as très bien décrit, c'est la merde. Mais sinon, on n'a pas mieux. Clairement, on est juste là-dessus et l'histoire, c'est allez, bon courage. Et justement, c'était le but. Parce que, en fait, autant pour vous, en tant que joueur, ça va être une découverte, autant pour les gens qui participent à l'écriture, en fait, ça ne nécessitait pas un amoncellement de connaissances préalables. Au final, vous avez juste cette vidéo-là et puis les petites instructions que vous avez dans le questionnaire. Vous pouvez déjà proposer vos scénarios, en fait. Et c'est ça le but, en fait, c'est que vous soyez dans un cadre où vous puissiez inventer des choses, sachant qu'en fait, étant donné que les scénarios que vous écrivez, j'ai quand même restreint un petit peu certains cadres, au final, il ne va pas y avoir de gros événements de lore, et donc du coup, vous êtes quand même très libre de ce que vous allez faire au niveau histoire, en tant que tel, trame, que les joueurs vont subir. Et puis sachant que le lore d'Azuria, il reste assez neuf, j'ai envie de dire. Je pense qu'il est assez récent. Tu avais peut-être pensé il y a longtemps, mais en tout cas, il est tout de même frais, posé fraîchement, entre guillemets. Et il est encore, on va pas dire modifiable, mais sujet à évolution. C'est ça. Ce JDR-là, Azuria, va être fait en live, de manière à ce que, quand vous visionniez la chose, à la fin, vous puissiez répondre au questionnaire pour la séance suivante, et qu'on fixe que vous ayez une semaine pour créer le scénario en tant que tel. Que les séances auront lieu toutes les semaines, le week-end. En soirée, vous aurez le live, et ensuite, je proposerai le questionnaire, et vous pourrez le remplir pour la semaine suivante pour qu'on adapte le scénario au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas parce que vous n'avez pas participé la première fois que vous êtes obligé de ne jamais participer. Si à un moment, vous regardez une séance et vous vous dites « là, j'aimerais bien ajouter ce détail-là », vous le mettez dans le questionnaire, et voilà, et si c'est sélectionné, ça passera dans le JDR suivant. Rien que Azuria, c'est quand même un pari assez, on va pas dire risqué, mais un truc qui est quand même difficile à mettre en place pour pouvoir tenir des choses comme ça. En fait, Azuria, c'est honnêtement, je le sais, c'est un projet très ambitieux. Mais je sais que si je me dis, j'ai le potentiel de le faire, mais en attendant Azuria, je me dis que c'est un projet, s'il passe, c'est juste un truc supplémentaire, un contenu différent, et pour lequel, pour le coup, vous pouvez interagir. Parce que les autres JDR, on va pas se mentir, même si c'est pas du tout linéaire, parce que les joueurs choisissent où ils vont, ce qu'ils font, etc., ça reste linéaire pour vous. Parce que vous voyez le produit fini, et il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. C'est bien, c'est intéressant, c'est une histoire, concrètement. Les histoires peuvent être tout aussi sympathiques que vous voulez. Elles ne sont pas vôtres, en fait. Et là, vous avez le potentiel d'influer, justement, sur ça. Et de participer, de voir comment, vraiment de l'intérieur, au final. Parce que, bien évidemment, je vais en profiter pour faire des lives où j'explique certains choix, où je vais regarder des réponses et je vais dire, ça, par exemple, c'est intéressant, on va pouvoir en faire ça. Soit après les séances, soit avant les séances, et ça va vous permettre d'avoir un autre œil sur le sujet en tant que tel. Donc voilà, bienvenue dans Azuria, le JDR dont vous êtes le héros, vous êtes le scénariste. Donc vous êtes le scénariste. Allez, ça y est. Vous êtes le MJ, putain, fait chier. On va en avoir beaucoup trop. Déjà un seul c'est chiant, mais alors on va en avoir des dizaines. Bon bref.
Et aussi, justement, le second enjeu du truc, c'est me faire découvrir, au final, d'autres façons de masteriser. Parce que, du coup, le scénario, comme c'est pas moi, c'est moi qui vais sélectionner les choses, mais je vais sélectionner des choses même sur lesquelles je ne suis pas forcément à l'aise ou que je n'ai pas encore forcément faites. Et ce, dans le but de changer aussi ma manière de masteriser, et donc, du coup, augmenter la palette d'émotions et d'événements avec lesquels je peux jouer, et donc, du coup, redynamiser encore plus les JDR, ce que j'essaie de faire déjà dans Origin. Tester des nouveaux trucs, c'est vrai qu'on y réfléchit, tu y réfléchis beaucoup, et puis tu nous proposes souvent des idées sur lesquelles nous on va réagir. Voilà, c'est un truc, en effet, c'est stylé, et puis à chaque fois qu'on tente des choses, la plupart du temps, je pense que ça se passe plutôt bien, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin. Sur ce, je pense qu'on n'est pas trop mal, je pense qu'on a récapitulé, présenté, en tout cas informé un peu sur Azuria. Moi c'est une grosse découverte, donc c'est très très bien. Alors en même temps que je posais des questions, j'essaie d'assimiler un peu le truc et de me dire mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc j'essaie de comprendre, parce que sachant que j'ai aussi beaucoup de ficelles sur le reste de l'univers, de par les trop nombreuses et incroyablement nombreuses discussions qu'on peut en avoir, j'essaie de fixer les ponts, machin, tout ça, sur les timelines et compagnie, et c'est vrai que ça promet toujours des gros bordels. Donc quand je vais à la découverte d'un nouveau truc et qui se ramène en me disant « Eh regarde, j'ai créé ça !» et qui me pose une bible devant le nez, je suis en mode « Waouh, ok, doucement. » Donc je pense que ouais, là on a plutôt bien résumé le truc, ça éclaire pas mal. Après bon, comme tu l'as dit, les questions, commentaires, machin, réponses, tout ça, il est là, il fait son boulot, il fait son machin. Sur ce, écoutez, j'espère quand même que cette présentation a été pratique, compréhensible, je dirais, surtout compréhensible, et qu'elle vous a bien éclairé sur Azuria, l'univers en partie 1, le projet en partie 2, et que ça vous tente et que ça vous accroche. Voilà, j'ai rien à rajouter à ça, donc je vais juste vous souhaiter une bonne fin de journée et une prochaine vidéo. Salut!